Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de démarrer cette masterclass sur le thème du digital, une masterclass sur laquelle nous allons voir que sur les territoires intelligents, eh bien, le numérique permet d'offrir aux citoyens utilisateurs des services, mais il rend également les citoyens acteurs de ces services. Alors, pour que nous puissions bien nous entendre, eh bien, nous allons utiliser ces casques, puisque comme vous le voyez, l'espace est concomitant d'une zone qui est très passagère et ça peut être parfois difficile de s'entendre, alors que là, nous serons entre nous dans une forme de bulle. C'est pas désagréable. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, je vois des personnes qui n'ont pas de casque. C'est un choix ou un défaut d'équipement? C'est un choix. Parfait. Alors, pour ceux qui m'entendent bien, je veux juste vérifier que tout est OK pour vous. Vous levez la main. Parfait. Bien écoutez, je crois que nous pouvons commencer. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Sur ces 45 minutes ensemble, nous allons essayer avec nos invités eh bien, de tenir la prouesse des 30 minutes pour laisser 15 minutes, allez, ne soyons pas trop ambitieux, au moins 10 à l'échange avec vous pour que vous puissiez poser des questions. Alors, nous avons réalisé le programme de cette masterclass avec Jeanne Carès-Deboc qui est à mes côtés. Alors, Jeanne Carès-Deboc est responsable du programme Smart City de la Banque des Territoires et elle a invité pour échanger sur ces sujets, assis près de nous, donc Tanguy Sello, qui est Smart City et Digital Manager de la ville de Mulhouse. Bienvenue à vous. Victor Perrault, qui est cofondateur de NeoCity, on le verra, une application très utile pour valoriser ces nouveaux services que proposent les villes. Et enfin, Tristan Dingambert, qui est directeur clientèle au sein de CDC Habitat et qui va nous expliquer eh bien, comment éventuellement ces services peuvent évoluer pour faire évoluer. Comment on peut proposer de nouveaux services en tant que bailleur à ses usagers. Alors, pour commencer, Jeanne Carès-Deboc, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on revienne eh bien, sur les enjeux aujourd'hui de ces nouveaux services proposés pour les citoyens et surtout comment la Banque des Territoires eh bien, accompagne les collectivités dans cette appréhension, cette maîtrise, ce développement des nouveaux usages et des nouveaux services surtout que permet le numérique. Bonjour à tous, merci Elsa. Vous m'entendez? Ok, parfait. C'est perturbant au début, mais on s'y fait très vite. Et puis j'ai pas l'habitude du micro non plus. Alors, donc comme l'a dit Elsa, le numérique, l'innovation permettent aux acteurs locaux de proposer de nouveaux services, d'améliorer les services existants à leurs habitants, dans tous les secteurs d'activité de la ville, l'immobilier, la mobilité, l'accès aux services publics, etc. Et puis, alors là, c'est pas le sujet de notre table ronde, mais il y a aussi certains services qui sont proposés par les acteurs privés, les trottinettes, les vélos en libre service. Et les collectivités, aujourd'hui, ne maîtrisent pas forcément ces services et doivent revoir leur mode de relation avec ces acteurs. Moi, je fais juste une intro. Je voudrais un petit panorama. Le numérique, c'est pas une fin en soi, mais un moyen. On le sait tous. Mais bon, c'est vraiment au service des stratégies, des priorités des territoires. J'ai essayé de lister quelques exemples qui illustrent la manière dont le numérique peut améliorer des services. Je dresse un panorama rapide. En fait, ces propos seront illustrés par les intervenants qui nous montreront concrètement ce qu'ils font. C'est juste une sorte d'état des lieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Parce que démystifier aussi le terme de Smart City ou de ville intelligente, derrière lequel on met beaucoup de choses et pas grand-chose. Et puis on se demande si quelque part, il n'y a pas un peu de vent et de... Non, on va montrer aujourd'hui que là, on parle de choses très concrètes, de la façon dont le numérique aujourd'hui transforme le quotidien des citoyens au sein des villes et comment la Banque des Territoires y contribue. Et ça, c'est Jeanne qui vous en parle. Et donc, quelques exemples concrets en mobilité. Là, c'est l'exemple d'un service de voitures électriques en autopartage en milieu périurbain et rural. Donc, ce qui permet une meilleure mobilité pour les habitants. Là, je vous cite un autre exemple d'immobilier dans des collèges du Nord qui a mis en place un pilotage intelligent des fluides, ce qui permet à la fois des gains sur la facture, des gains énergétiques, mais aussi des gains de confort pour l'usager. Là, un exemple de poubelle intelligente à Grasse, où là, les poubelles sont dotées d'un panneau solaire qui permet la compression des déchets, qui donne plus de place à la poubelle, plus de propreté dans la rue, et également un signalement aux équipes de la collectivité quand la poubelle est pleine, ce qui optimise les tournées.
Dernier exemple, l'espace public. Là, Marseille a mis en place une analyse des données pour évaluer et prédire l'affluence des plages, ce qui est possible aussi pour les musées, les bibliothèques, etc. Et ce qui nous permet, nous, citoyens, d'être informés et de décider en fonction. D'une manière générale, ça permet de capter ces données, ça permet de mieux gérer les flux. Qu'il s'agisse on parlait de circulation, on peut parler de fréquentation, de plages, de lieux, gestion de flux. Et pour construire tous ces services, en fait, les outils numériques permettent aussi à nos techniques classiques de participation citoyenne d'enrichir les techniques classiques, de les compléter par des sondages, des budgets participatifs et du coup de davantage s'appuyer sur l'intelligence collective. Je vous ai un peu dressé une liste à la Prévert là. L'idée, en fait, c'est de montrer par cette liste à la Prévert qu'il n'y a pas un modèle de ville intelligente. Il n'y a pas un modèle unique. Une ville intelligente, c'est pas forcément intégré. C'est vraiment des projets. Chaque ville développe ses projets en fonction du contexte local, en fonction de ses priorités, de ses stratégies, etc. Et nous, on intervient sur ce sujet de plusieurs façons. On a 3 modes d'intervention principaux. La Banque des territoires, l'accompagnement des collectivités, le financement d'expérimentation et puis l'investissement. Alors le conseil, ce qu'on fait quand on accompagne les collectivités, on publie. Tout simplement, on va essayer d'aller chercher des sujets aujourd'hui dont on va aller un peu creuser des sujets. Et aujourd'hui, je fais un peu de pub. Nous publions Dynamiser le commerce de centre-ville en un clic. C'est un guide sur la digitalisation des commerces dans les centres-villes de villes plutôt moyennes. Et puis, ce qu'on fait d'autre, on accompagne aussi par des missions de conseil, par du cofinancement d'études, pour des études de faisabilité, des collectivités locales qui cherchent à développer l'innovation ou les sujets liés au numérique. Et là, notamment, aujourd'hui, on a un grand programme qui est le programme Action Cœur de Ville et on accompagne par là 222 collectivités. Et puis, on a également, enfin, développé un annuaire. Donc ça, c'est un annuaire des entreprises de la Smart City qui proposent, enfin, qui vendent des services aux collectivités locales sur certains sujets. Donc, je veux aller voir sur la mobilité ce qui se fait. On peut aller voir toutes les entreprises qui se sont référencées sur notre site, start-up, grands groupes, et qui proposent leurs services et qui mettent aussi leurs références. Ça permet un peu d'avoir un panorama de ce qui se fait. On finance aussi des expérimentations parce que nous, on croit vraiment à l'expérimentation et au fait que pour développer un projet innovant, on peut tester, pivoter avant de déployer. Et puis on investit, et ça de façon traditionnelle, on investit dans des projets, dans des startups, dans des secteurs peu mûrs qui peuvent servir les collectivités locales et offrir des solutions aux collectivités. Je précise simplement que souvent ces investissements n'auraient pas forcément été suivis par des investisseurs privés et que la Banque des territoires pallie justement l'absence parfois d'investissement dans des services qui pourtant à terme seront d'une très grande utilité aux usagers. C'est aussi ça. Merci beaucoup Jeanne Carès-Deboc pour cette introduction. Alors on va parler d'expérimentation, on va parler de projets et de manière très concrète avec vous Tanguy Sello. Vous êtes Smart City Manager, on va vous donner un micro qui est ici. Voilà. Merci. Soyez le bienvenu. Donc vous êtes Smart City et Digital Manager de la ville de Mulhouse et l'expérimentation et les projets en matière numérique vous connaissez puisque visiblement la ville a déjà abordé depuis un certain temps aujourd'hui la question de la Smart City. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu quelle approche la ville de Mulhouse a pour la Smart City. En fait, je trouvais que l'approche qui était déjà, elle était une volonté et un portage politique extrêmement fort de la part de Jean Rotner, qui était maire de Mulhouse à l'époque, avec une vision assez claire. Son slogan, vous avez remarqué, mon titre est très anglo-saxon, mais c'est lui qui me l'a donné. Il voulait absolument que ce soit une approche qu'on retrouve dans les entreprises privées. Mais son discours était assez simple, c'est de dire pas de Smart City sans Smart Citizen. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On interroge les besoins, les usages des citoyens et c'est comme ça que la ville doit agir. Donc c'est assez simple. Vous avez parlé tout à l'heure, Jeanne a parlé d'utilité. Voilà, c'est juste on travaille sur les usages, les besoins avant de développer des services dont la ville et donc les citoyens pourraient avoir besoin. Et pour accentuer, pour marteler en fait cette dimension, il avait pris la décision de créer, donc il y a 5 ans maintenant, l'agence de la participation citoyenne. C'est la seule ville en France où il y a cette approche-là. Cette agence, elle est en charge de faire le lien entre les services, d'identifier des citoyens, et pas toujours les mêmes, qui
qui acceptent de participer, d'être présents dans nos ateliers de co-construction sur les différents services que l'on développe. Donc des sortes de bêta-testeurs, mais également des gens qui viennent réfléchir sur les services à venir? Beaucoup plus que des bêta-testeurs, c'est-à-dire qu'ils sont bêta-testeurs s'ils le souhaitent, je dirais plutôt en aval, mais en amont, si on veut travailler sur un sujet, on propose à des gens avec des profils les plus variés possibles. C'est ça le plus compliqué dans la co-construction. Des profils, pas toujours les mêmes, des gens avec des profils les plus variés qui vont construire avec nous le projet. Donc on n'est pas dans la concertation ni dans l'information que font beaucoup de collectivités. On est dans la co-construction. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, mais je pense que c'est ça qui est important. On est vraiment l'usage et les besoins des citoyens. Donc vous mettez les citoyens au cœur de la consultation. Et ensuite, quelles sont les étapes? Comment vous fonctionnez? Avoir des idées, c'est bien. Leur demander, c'est bien également. Comment on passe à l'étape suivante? En fait, ce qu'on a fait il y a 5 ans, c'est que je pense que là, on était aussi, c'est pas pour dire qu'on est forcément les premiers, mais on avait une réflexion donc concomitamment à la création de l'agence de la participation citoyenne. Il y a eu le recrutement, le mien en l'occurrence. Et donc on a aussi recruté avec des gens avec des profils un peu similaires aussi aux miens, qui étaient ce qu'on appelait des designers de services, donc des gens qui soient en capacité de, alors excusez-moi pour le vocabulaire encore un peu anglo-saxon, mais des approches autour du design thinking, c'est-à-dire que très concrètement, c'est juste du bon sens, c'est qu'en face on a un client, alors on l'appelle citoyen usager, on l'observe, on le questionne, on analyse ses besoins, ses contraintes, ses attentes, et on les fait travailler comme ça en petits groupes de 12-15 personnes, par itération. Et le plus vite possible, on va essayer d'expérimenter, tester, prototyper sur le territoire. Et on va faire éventuellement 3, 4, 5 itérations selon le besoin et selon la complexité du projet. Alors justement, qu'avez-vous testé, qu'avez-vous expérimenté? On va choisir un projet. Beaucoup de choses, mais je vais en choisir un qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on a quand même travaillé 3 ans dessus, donc qui est le projet dont un certain nombre d'entre vous ont dû entendre parler, qui s'appelle le compte mobilité. Donc c'est une première européenne, mais on n'a pas voulu pour que ce soit une première. On a voulu juste, déjà on a convaincu les élus on voulait réfléchir à une autre façon de concevoir les mobilités dans une ville de plus de 100 000 habitants. Donc, les élus ont tendance à dire moi je suis élu en charge du transport depuis 10 ans, je sais de quoi ont besoin mes concitoyens. Il se trouve que ce n'est pas toujours vrai, pour rester dans les normes. Et donc ce qu'on a fait, c'est que très concrètement, on est passé par l'agence de la participation, on a identifié, on a demandé à l'agence et puis à nos partenaires, transports en commun, Deco, les opérateurs de parking, etc., tous les acteurs qui étaient dans la logique des mobilités au sens large, pas des transports. Il faut bien faire la différence, il y a pas mal de villes où l'organisation des transports et des mobilités, c'est pas les mêmes élus, et on voit le résultat, c'est qu'elles se parlent pas. Je donnerai pas de nom de ville, mais il y en a quelques-uns. Donc là, en fait, on est dans cette logique-là où on a mis tous ces gens autour de la table. On leur a dit est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous savez si dans vos clients vous avez des gens qui sont clients de Solea Transdev pour le transport en commun et de Deco. Enfin, on a essayé de croiser des gens, les profils les plus variés possibles, et aussi des gens qu'on avait identifiés comme n'étant pas utilisateurs de ces transports. Donc on a fait ça, c'est pour l'expérimentation, hein, nous sommes d'accord. Quand vous avez créé votre panel, voilà, au cœur du dispositif, il y a toujours ce panel d'usagers qui doit être varié, qui doit représenter de manière un peu à la façon des sondages, un panel vraiment le plus fidèle possible à l'image de la population. Vous avez rassemblé ce panel. Oui, donc on a rassemblé ce panel. Donc toujours pareil, on les a fait travailler par petits groupes de 12-15 personnes. Au total, on a fait travailler une petite centaine de personnes. Alors, vous allez sûrement peut-être penser que ce n'est pas beaucoup pour une ville, pour une agglomération de 300 000 habitants, mais les panels de médiamétrie pour la télévision que vous regardez toujours plus ou moins, c'est 1800 personnes seulement pour 65 millions de clients. Donc, on travaille sur des panels avec des logiques d'animation autour du design thinking, autour de l'usage, autour du besoin. Et en fait, au travers de ça, on a fait travailler ces panels dont parlait Elsa. Et puis assez vite, il y avait une forme de consensus sur la façon dont ils voulaient laisser leurs coordonnées, gérer la carte bleue, comment ils voulaient recevoir les infos, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, à la 5e itération, on avait commencé à construire sur la base de leurs infos la logique du parcours client. Et en fait, on les a fait travailler après en deux itérations successives, le parcours client
Et dans la dernière étape, la prise en main, parce que leur demande était évidemment autour à la fois d'un site internet sur certains types d'opérations et une application numérique, ce qui n'est pas forcément une surprise. Et ils nous ont validé la prise en main de l'application. Et sur les 100 personnes, on en a eu un peu plus de 50 qui, pendant 3 mois, après, ont accepté d'être bêta-testeurs. Et là, on les a un peu rémunérés légèrement, à la fois avec un petit peu d'argent, mais aussi des places de cinéma, etc. Parce qu'on leur demandait un travail régulier, on leur demandait que tous les 10 jours, ils nous fassent de la remontée d'informations sur les bugs de l'appli, sur ce qui n'allait pas, Alors, etc. Et un petit focus, un focus sur ce que vous leur proposez. Parce qu'on parlait de nouveaux services, de ville intelligence, de nouvelles façons de percevoir les services grâce aussi au numérique. Expliquez-nous concrètement aujourd'hui de quoi bénéficient ces usagers qui ont co-construit le service avec vous. Déjà, ils se sont appropriés ce futur service. Aujourd'hui, très concrètement, donc, il y a un site pour s'inscrire, quelque chose comme ça, d'un ensemble de démarches qu'ils voudraient faire plutôt à domicile. Certains ont préféré que ce soit sur un site internet accessible plutôt sur un PC que sur un téléphone. Aujourd'hui, en fait, tous ces gens qui ont accès au compte mobilité, s'ils ont un budget, ils peuvent mettre leur budget maxi, ils font un suivi, ils ont des alertes régulières pour leur dire où ils en sont de leur budget par type de moyen Justement, un mot sur ces moyens de transport auxquels ils ont accès grâce au compte mobilité. En fait, là, dans le compte mobilité, transport en commun, vélo type Deco, vélo, chez nous, ça s'appelle Mediasix, c'est location de vélo, journée, semaine, au mois, à l'année, etc. Accès au parking, Cities, les voitures en autopartage. Donc en fait, tous ces acteurs-là, j'espère que demain on pourra mettre le TER. Il y a d'autres contraintes, parce que la SNCF a des contraintes réglementaires un peu différentes, mais on va essayer d'y mettre les TER et on va essayer d'élargir ça. On essaie de réfléchir aussi concomitamment avec tout le travail que fait la région Grand Est pour voir comment on pourrait s'interfacer. Donc en fait, aujourd'hui, les gens qui viennent à Mulhouse, pas forcément qui y vivent, les gens qui vivent Mulhouse ou son agglo, viennent, consomment les transports. Il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de billettique, tout se fait sur le téléphone. Donc évidemment, pour l'instant, il n'y a pas une inclusion numérique totale, évidemment, mais on y travaille avec des systèmes de cartes pour l'instant. Et en tout cas, ces gens, ils consomment les transports et à la fin du mois, ils payent seulement en fin de mois et on leur garantit par l'algorithme qui a été développé par Cityway qu'ils payent le meilleur tarif. Ils payent le meilleur tarif et ils peuvent gérer leur budget tout au long de l'usage. Tout au long du mois. Puisqu'ils peuvent dire, par exemple, moi, mon budget de transport, c'est, admettons, 100 € pour le mois. Eh bien, ils vont avoir des alertes. On va leur dire, attention, il vous reste 10 €. Donc, finalement, ils iront au cinéma un peu plus tard dans le mois. Voilà, je plaisante là-dessus. Mais je trouvais que c'était particulièrement malin parce qu'on est vraiment dans cette idée de l'usage sur mesure qui est possible justement par cette analyse fine. Vous parliez d'algorithme. J'ai un profil égale un algorithme égale une gestion, donc personnalisée, très personnalisée de l'ensemble des utilisateurs. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je propose maintenant de regarder avec vous, Victor Perrault, l'application NeoCity dont vous êtes le cofondateur. On a beaucoup parlé de lancement de services, de modernisation des services. Encore faut-il que ces services soient accessibles, que les usagers, les citoyens connaissent l'existence de ces services et sachent où les trouver. Et je crois savoir que NeoCity fait un peu la lumière sur l'offre qui est proposée par la ville. Oui, tout à fait. Alors, je vais retrouver la bonne slide. Hop. Donc nous, on a créé NeoCity en 2014 avec une idée qui datait à peu près de 2013. L'idée à l'époque, c'était de rendre accessible en fait une application mobile qui propose plein de services aux citoyens, que ce soit autant de l'actualité, de l'agenda, que des choses plus innovantes comme la remontée d'informations ou de l'échange, de la consultation, etc. Apporter ça, enfin rendre ça accessible à toutes les villes de France, quelle que soit leur taille ou leur budget. À l'époque, en 2014, les seuls à faire des applications mobiles, c'était essentiellement des agences digitales comme extrêmement chères, qui ne tenaient pas à jour, on va dire, leurs services. Donc il y avait des applications qui étaient vite obsolètes. Au bout d'1 an ou 2 ans, des applications qui avaient coûté 30 40 000 € étaient vite obsolètes. Nous, on a voulu arriver avec un service qui réponde vraiment aux besoins de toutes les villes, quelle que soit leur taille, je le répète. Notre autre constat, c'était qu'en fait, certes, on a le cliché de l'urbain connecté, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde est connecté. Hein. On n'est pas moins connecté à la campagne, si on a du réseau encore. Mais on a tous un smartphone, on a tous plus ou moins des réseaux sociaux, etc. On est tous autant informés en ville que dans les milieux plus ruraux. Et donc, l'idée, c'est d'apporter le même service, en fait, la même qualité de service sur mobile dans ces villes-là.
Alors justement, qu'est-ce que NeoCity Oui. propose? Parce que... Bon, je vais être assez rapide sur la présentation de NeoCity dans la partie globale. Après, on va s'attarder sur des cas d'usage ou des exemples. Mais la solution NeoCity, c'est d'une part une application mobile donc à destination des administrés, des usagers. On va retrouver un ensemble d'informations, j'y reviendrai. Mais d'autre part et surtout, pour les services, pour les élus, pour toutes les personnes qui ont accès à cette interface, des outils de pilotage, de monitoring, voire d'analyse ou de statistiques qui permettent du coup d'aider aussi à la décision pour les élus ou les directeurs, peu importe, d'aider à la décision et de faciliter aussi le travail des services. Je prends l'exemple des services techniques qu'on verra un peu plus tard, mais voilà, on leur apporte maintenant une information qualifiée sur le où intervenir, une photo, une description, le temps estimé de résolution, etc. Et tout ça finit par boucler la boucle, par prévenir instantanément le citoyen que le nid pool qu'il a signalé est désormais résolu. Donc, ça, c'est très intéressant. Ouais. Moi, quand vous m'avez raconté ça, je trouvais ça très audacieux. J'aimerais quand même qu'on prenne une minute, sauf si vous pensiez en parler tout à l'heure. Allez-y. Non, mais vous donnez la possibilité dans une ville, quand vous équipez cette ville de vos services, de faire un système d'alerte. Donc moi, je suis usagée, ma rue n'a pas été entretenue comme il faut, je trouve il y a les salles, il y a des immondices. Eh ben, je prends une photo. Alors, comment s'appelle le service? Redites-moi, c'est Allo? Non, c'est NeoCity. Non, pas dans NeoCity, oui, mais la fonctionnalité. Je crois qu'il y avait un petit comme truc. On veut, hein, au choix de la Je crois ville, que vous m'aviez donné un exemple, c'était Allo Déchets ou quelque chose comme ça. Oui. Enfin, peu importe, mais en tout cas, on peut être acteur de la propreté de sa ville, appeler le service. Le service, en échange, s'engage à agir dans un délai particulier. Alors ça, j'ai trouvé que c'était quand même... Il y a un engagement d'une part et d'autre. Je trouve ça intéressant que ce soit à double... que la relation comme ça soit double. Et puis d'autre part, eh bien, du coup, ces données sont enregistrées. Donc ça permet aussi d'avoir une visibilité, si on reste sur le thème de l'entretien, sur la ville. Voilà, je me permets de faire un focus sur cette chose que j'avais trouvée quand même assez dingue. Merci de l'avoir présenté, comme ça j'aurais pas à le faire. Oui, en gros, donc là c'est une des fonctionnalités. En effet, après il y en a plein d'autres qui vont se greffer, mais j'insiste beaucoup sur les outils qui sont mis à disposition des villes, parce qu'on parle de smart city, mais en fait l'intelligence elle n'est pas dans la ville, elle est dans les gens. Donc ça leur donne pas les bons outils pour avoir des bonnes analyses derrière, qui leur permettent de faire des choix politiques ou techniques, peu importe. Hein. Ça n'a pas de sens de parler de smart city. Donc là, pour aller très brièvement, l'objectif que tout le monde... c'est une des choses qui nous a un peu marqué quand on a lancé NeoCity, c'est qu'il y a plein d'événements, plein d'activités qui étaient lancées dans les villes, mais peu de citoyens étaient au courant, moi le premier dans ma ville. Donc du coup, ça fait partie aussi des fonctionnalités que propose l'application, c'est de mettre en avant les événements, l'actualité, etc. La fameuse fonctionnalité signaler un problème. Donc comme vous le disiez très bien, voilà. J'ai dit vulgacher comme disent les Canadiens. Spoiler, là, je suis tout à fait désolée. Mais du coup, voilà l'idée. Donc là, vous voyez un peu le parallèle entre le citoyen et les services techniques. C'est que d'un côté, on a un citoyen qui a le réflexe de sortir son application mobile pour signaler un problème et qui, de son côté, les services techniques sont informés, ont une carte en fait qui leur permet de choisir leurs interventions, d'optimiser leur passage aussi et leur ronde future, puisqu'on a un module statistique qui permet aussi de prédire les zones les plus touchées par telle ou telle problématique, par exemple la propreté ou autre. Et du coup, ça permet au service d'avoir une info qualifiée. Dans un premier temps, vous voyez qu'il y a une photo, une adresse, etc., un commentaire. Donc là, ils peuvent déjà préparer en amont leurs interventions. Et enfin, d'avoir, comme je disais, donc des outils prédictifs qui permettent d'améliorer les rondes éventuelles qu'ils pourraient faire dans la ville. Donc là, vous voyez le parcours côté citoyen, sachant que ça date de pas très longtemps, mais c'est disponible. Le citoyen peut désormais suivre en temps réel directement depuis son application l'état d'avancement du traitement de l'incident qu'il a remonté. Donc on est tous habitués à commander sur Internet, à voir notre état de commande évoluer. Là, c'est un peu la même idée. On a même ce même réflexe de suivre. J'ai signalé un dépôt sauvage. Bon, il a été réglé dans la journée. C'est génial. Les services techniques sont géniaux. Petite parenthèse sur justement les délais de résolution, etc. Quand on lance ce projet-là avec des villes, tout de suite, on a un peu un lever de bouclier des services techniques, ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Mais in fine, on se rend compte qu'en fait, cet outil-là permet de mettre en lumière en fait, leur travail quotidien, c'est-à-dire leur temps de résolution qui sont souvent beaucoup plus courts que ce qu'on imagine en tant qu'usager. Et la plupart des villes communiquent sur nos statistiques de résolution dans le journal municipal, par exemple, ou d'autres supports, puisqu'en fait, on a toujours l'impression que notre problème, nous, il n'est jamais réglé, mais on ne voit pas les centaines d'autres qui sont réglés entre-temps. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est de valoriser aussi le travail des services. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais... Autre fonctionnalité intéressante, les alertes, donc les notifications push, que vous connaissez tous.
et toutes. Donc en fait, l'idée c'est, certes, là c'est un exemple un peu extrême, hein, à Nemours avec les inondations, mais l'idée c'est surtout de communiquer, voilà, d'engager le citoyen, même de lui faire des petits rappels sur dernier jour pour inscrire ses enfants à telle ou telle activité. N'oubliez pas que demain il y a tel spectacle dans la ville. C'est vraiment, voilà, tenir informé en temps réel, voire même se servir de cette fonctionnalité pour faire, voilà, de la gestion de crise ou autre. Les sondages. Donc en fait, nous, ce qu'on a préféré faire, c'est vraiment mettre des micro-sondages, c'est-à-dire des choses qui donnent envie aux citoyens de répondre. On a plein d'exemples. Il y a soit des sondages qui sont en amont d'un projet, soit en aval pour vérifier si le projet a été efficace, a bien été utilisé, si la communication a été bonne autour de ce projet-là. Donc en fait, j'ai plein d'exemples. Par exemple, ça va de est-ce que vous êtes intéressé pour l'installation de bornes en libre service de vélos ou de voitures électriques dans certaines villes, ou des choses plus mignonnes, comme on a mis des boîtes à lire à côté de la gare. Est-ce que vous connaissez le concept? Est-ce que vous l'avez utilisé, etc. Ou alors même un peu moins sexy, mais de la sensibilisation sur les déjections canines, où là, on commence par êtes-vous au courant qu'on a installé des canisettes partout dans la ville, les utilisez-vous, et finir par savez-vous que l'amende est de, alors, je ne sais plus, 68 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est le micro-sondage a vraiment son plus un rôle de communication, de retour sur expérience que de sondage d'opinion, évidemment, vous l'aurez compris. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est... Non, allez-y. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est donner la parole aux usagers, donc de proposer des idées. L'idée, c'est de pas ouvrir voilà, à tout et n'importe quoi, c'est de mettre le doigt sur une problématique donnée. Par exemple, nous avons un projet pour refaire telle ou telle salle de spectacle ou tel carrefour, etc. Avez-vous des idées qui vous tracassent tous les jours à nous apporter et pour contribuer au projet et aux décisions qui seront prises ultérieurement, avec un vote par la communauté. Et voilà, c'est déjà tout pour moi. J'avais pas beaucoup de temps, j'espère que... J'ai parlé vite, désolé. Non, vous n'avez pas parlé vite. Je crois qu'il n'a pas parlé vite, c'était très clair. Moi, j'aimerais même en savoir juste un tout petit peu plus, et ce sera le mot de la fin, sur NeoCity. Dans quelle ville êtes-vous aujourd'hui? Comment ça se passe? Dans une cinquantaine de villes, un peu plus, essentiellement Île-de-France, puisqu'on est originaire d'Île-de-France, donc par la force des choses, c'est par là qu'on a commencé. Mais on a voilà, des villes ça va vraiment de 1500 habitants à des agglos de 300 000. Donc il y a vraiment tous les cas de figure. On est par exemple récemment à Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Nogent-sur-Marne dans l'Île-de-France. On a aussi des villes en Corse comme Furiani ou la région Guadeloupe. Donc on est vraiment un peu... voilà. Alors juste, Jeanne, peut-être un mot sur NeoCity. On sait que la Banque des Territoires soutient le développement de ces startups, soit en investissant, soit en les mettant dans ces boîtes à outils. Quel est le rapport entre aujourd'hui la Banque des Territoires et NeoCity? Est-ce que NeoCity fait partie des outils que vous proposez? Oui, justement, la direction de l'investissement de la Banque des Territoires vient d'investir chez NeoCity, comme je le disais, pour pouvoir qui propose des solutions donc, aux collectivités. Alors, tout à l'heure, vous parliez, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur l'investissement, vous parliez que parfois la caisse investit dans des boîtes qui n'auraient pas eu de financement autre. Petite précision quand même, justement, la caisse n'investit jamais s'il n'y a pas en amont un investisseur privé qui est prêt à investir. C'est-à-dire que si un investisseur privé qui est prêt à mettre des billes dans une boîte, là, la caisse peut soutenir, mais ce n'est pas la caisse qui fausse le marché de l'investissement en France. Hein, je vous rassure. Alors, non, ce n'était pas dans ce sens-là. Peut-être, Jeanne, tu veux non. Non, c'est bon. Non, je pense que c'est clair. Mais en tout cas, la Banque des Territoires permet quand même le développement de projets qui, sans elle, aurait été quand même beaucoup plus compliqué. Je pense que déjà, on peut souligner cela. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Dans les villes, il y a les habitants. Dans les habitants, il y a l'habitat. Et l'habitat est aussi très directement concerné par ces démarches de type intelligente. Alors, Tristan Dingamberge, vous êtes donc au sein de CDC Habitat, directeur de clientèle. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, le numérique vous permet d'offrir de nouveaux services à vos usagers? Bref, quelle approche? C'est chez CDC Habitat, je l'ai dit, par rapport justement à de l'intelligence que l'on pourrait mettre dans l'habitat. Bien, bonjour. Donc le numérique, je me retrouve assez bien dans les propos des deux précédents interlocuteurs, hein, c'est de dire nos locataires, ils habitent dans ces mêmes communes, c'est également des citoyens et en fait ils ont le même niveau d'attente. Donc on doit tous s'aligner sur ce type de standard. Après, sur des exemples de
projets intelligents dans le numérique. J'aime bien prendre un exemple sur Tassin, dans la métropole de Lyon. On est en train de construire une résidence sociale pour Adoma. Donc c'est important pour moi comme exemple parce que justement, souvent on en a parlé un petit peu, le numérique est vite vu comme quelque chose de parisien, CSP+. Le numérique, il sert à tout le monde et également les résidents dans ces résidences sociales sont extrêmement connectés. Sachant qu'Adoma, plus particulièrement, offre une des filiales de CDC Habitat qui est sur le créneau du très social. Très social. Voilà. Voir des gens qui n'avaient plus d'habitat. Exactement. Donc on est vraiment sur du très très social et c'est des utilisateurs pour qui le numérique est quelque chose de décisif pour rester connecté avec leurs proches et ça a vraiment du sens. Sur cette résidence qui est en train d'être élaborée, on est en train de déployer une interface qui leur permettra à la fois de piloter et suivre les consommations, ce qui est important notamment dans ces résidences sociales sur la consommation de l'eau et la gestion du chauffage, mais également de piloter la question des accès dans des résidences où il y a beaucoup de monde qui peuvent passer, c'est pas neutre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette interface, elle permettra d'avoir accès à la fois à des services associés, comme on a souvent dans ces résidences sociales avec l'accès par exemple à une laverie, qui est un service important, ou à des services qui sont partagés. Et donc là, je rejoins un petit peu ce qu'évoquait Jeanne au début, ou ce que vous racontiez sur la mobilité, c'est ça, on a une multiplicité d'offres qui pullulent sur, ça va de la trottinette électrique au vélo en libre service. L'idée, c'est d'avoir cette interface qui permet de mettre en relation ces différentes offres. Alors justement, là on entend un dessin global. Est-ce que concrètement, il y a des services que vous proposez, si on a des images, des services concrètement que vous proposez, que vous n'auriez pas proposé sans le numérique? Est-ce que ça fait progresser les services ou est-ce qu'on est que dans la traduction de services existants auxquels, enfin en gros, création de nouveaux services ou adaptation de services existants au numérique? On est dans les deux, en fait. Alors, si je peux avoir un petit exemple de l'un ou de l'autre, ce serait merveilleux. Là, je vais vous donner deux exemples. Sur l'adaptation des services existants, en fait, ce qui change beaucoup, c'est comment on délivre le service. Donc, nous, on a travaillé... Alors, on commence à travailler avec des designers, on ne les a pas encore embauchés, mais j'ai bien retenu, et ça fait partie de nos objectifs. Notre carte Tanguy. Voilà. Non, mais plus sérieusement, on a travaillé sur comment on digitalise l'ensemble du parcours pour nos futurs locataires qui vont de « je dépose des pièces en ligne ». Nous, ça nous permet d'analyser ces pièces de manière plus automatisée. De gagner du temps également dans les délais de réponse, voilà. etc. Jusqu'à la prise de rendez-vous et jusqu'à la signature du bail de manière dématérialisée. Ça, c'est un service existant aussi. Enfin, qui est effectif aujourd'hui. Qui est effectif. On est les premiers à l'avoir fait de bout en bout, ce qui est extrêmement important. C'est plébiscité à la fois par les utilisateurs, mais également par nos collaborateurs. En gros, on est sur des parcours qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus réactifs. Comme on peut voir chez beaucoup de banques, sur les parcours clients, à chaque fois qu'il y a du dépôt, bref, dématérialisation, digitalisation du parcours. Mais c'est le bon exemple, c'est que de la même manière, aujourd'hui, un client, pour rentrer dans un logement, il faut une attestation d'assurance. Je peux faire la démarche pour m'assurer en ligne. Si nous, on n'est pas capable de proposer de signer le bail en ligne, notre utilisateur, il voit un différentiel qui est trop important. Un de nos sujets, par exemple, c'est la gestion des rendez-vous. C'est un sujet clé pour nous. Aujourd'hui, nos utilisateurs, ils nous comparent avec Doctolib. Donc, ils disent, aujourd'hui, c'est devenu facile de prendre rendez-vous avec un certain nombre de médecins, ce qui ne l'était pas. Est-ce que nous, on est capable de se mettre... À quand l'agenda partagé chez CDC Habitat? À bientôt. À bientôt, mais vous y travaillez. Donc ça, c'est sur la numérisation des services. De délivrer des services. Sur des services, de nouveaux services. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des conciergeries. Qui est, alors là, c'est vraiment un modèle où on se cherche, enfin tous les acteurs se cherchent. On a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se positionnent dessus. On a des entreprises de services à la personne qui essaient de se positionner dessus. On a un certain nombre d'opérateurs qui nous interpellent. Nous, ça nous intéresse beaucoup, notamment parce qu'on a une responsabilité dans un certain nombre de quartiers avec beaucoup de logements. Ça intéresse les collectivités.
Après, pour rien vous cacher, réellement le modèle il se cherche encore pour deux raisons. On est toujours entre quel est le niveau de curseur entre du digital et de l'humain. C'est extrêmement important. Moi, je suis convaincu qu'en fait, tout ce travail sur le digital, il donne encore plus de valeur ajoutée à l'humain. On dit le digital au service de l'humain, et je crois que c'est clairement... Oui, mais nous, on a testé des conciergeries qui avaient parié que sur le digital et sur une application mobile, ça n'a pas marché. Voilà. Et à l'inverse, une conciergerie qui ne parie que sur l'humain, ça ne marche pas non plus, parce que les locataires, ils sont habitués à avoir leur application mobile. Donc, il y a une question là-dessus et il y a une question sur le modèle économique. Parce qu'en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que c'est le potentiel du numérique, c'est que ça modifie beaucoup les catégories d'utilisateurs. Ceux qui utilisent ces conciergeries, ils sont à la fois locataires, utilisateurs du quartier ou propriétaires, et on ne sait pas comment leur faire... concrètement, comment leur faire payer ce service-là. Et on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Et je pense que vous avez dû voir... J'ai écouté avec attention ce que vous disiez. Arriver à mettre dans une application plusieurs offres et avoir quelqu'un qui paye le service pour une multitude d'offres, c'est vraiment le défi suprême, quoi. Merci beaucoup, Tristan Dagamba. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette approche de CDC Habitat dans le numérique et dans la façon d'adresser ces services en conclusion? En conclusion, il y a quelque chose qui est important pour moi qui est sur ce que vous avez évoqué un peu de, c'est pas la fracture numérique, mais nous ce qu'on constate, c'est tous nos locataires sont équipés. Par contre, il y a des différences d'usage. Il y a une petite catégorie de gens qui ne sont pas équipés. C'est plus des questions d'âge. Mais donc, c'est des différences d'usage. Et ce qu'on doit travailler, c'est comment on se met au niveau de ces usages. À la portée de chacun des usages. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a une approche assez institutionnelle par le mail, par l'écrit. On voit de plus en plus qu'on a des locataires qui nous interpellent sur les réseaux sociaux, alors qu'on a une approche très institutionnelle du réseau social. Donc on a des locataires qui nous interpellent et qui voudraient utiliser Messenger en gros pour parler avec nous. Donc c'est une autre manière de faire, mais ça ne marchera que si c'est nous qui nous mettons à leur niveau. Ce qu'on entend, c'est qu'une voix pour tous, ça ne fonctionne plus, et cette ultra-personnalisation, elle doit aussi passer par vos services, et donc une nouvelle façon de penser les relations avec vos usagers. Et ça, c'est effectivement très intéressant à suivre. On ne manquera pas de prendre des nouvelles de l'évolution. Jeanne, je me tourne vers vous pour la conclusion avant de passer la parole à l'auditoire. Alors moi, en guise de conclusion, Tanguy, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais bien que vous le fassiez partager. C'est comment vous êtes organisé à Mulhouse. Vous m'avez parlé de ce comité de pilotage en fait, qui passe un peu les projets au crible de l'analyse. J'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots pour terminer, en fait, pour conclure en fait, ce volet. On a parlé des services, on a parlé de comment les services prennent en compte les usages, on a parlé d'intelligence collective et de participation citoyenne, et du coup derrière, l'organisation, comment on met en place ça? Alors, je ne sais pas si c'est la panacée, mais en plus, on ne l'a pas inventé parce que moi, il se trouve qu'en 2010-2011, j'ai travaillé sur la stratégie qui s'appelait Montréal Métropole Numérique, donc la stratégie Smart City de Montréal avec 4 autres consultants. Et on s'est beaucoup inspiré de ça, en fait, à Mulhouse, parce que c'était aussi dans une logique c'est à Mulhouse qu'est né tout le concept de ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie ouverte, hein. Donc c'est né à Montréal, hein, donc faut juste le savoir. Donc en fait, nous, on a un fonctionnement qui est extrêmement simple. C'est-à-dire que moi, en tant que on va dire, responsable Smart City et innovation numérique, je suis rattaché au DGS et au maire. Concrètement, c'est pas pour dire je suis au comité de direction, c'est pas une ambition personnelle, c'est vraiment pas l'objet. C'est juste de dire on place le numérique et la réflexion des usages au même niveau que la direction générale de la voirie, du transport et des services aux habitants. Donc, c'est pas un sujet annexe. Voilà, c'est pas un sujet annexe. Donc très concrètement, moi, de façon très classique, je suis membre du comité de direction. Je participe tous les mercredis matins à la réunion de direction générale. Dès qu'il y a un nouveau projet, on me dit Tanguy, toi ou quelqu'un de ton équipe, tu vas forcément aux premières réunions. Et on a mis en place alors c'est très caricatural ce que je vais vous dire, mais au moins ça permet d'être assez synthétique, très court. J'arrive à une première réunion, on présente le projet. Moi, j'ai toujours les trois mêmes questions.
est-ce que vous êtes certain que ça correspond aux besoins, aux attentes, aux contraintes des usagers, des citoyens? De projet numérique, hein, j'entends. Oui, bien, pas forcément, mais si, parce que la suite fait que c'est... Voilà. Bon, alors... Non, mais en fait, ça dépend des cas de figure. Donc, première question, effectivement, les besoins, les usages. Est-ce qu'on a déjà fait le travail ou pas? Est-ce que le numérique apporte des opportunités pour penser différemment le service, pour l'optimiser? Donc ça revient à les questions que posait Elsa tout à l'heure à Tristan, c'est que est-ce que le numérique apporte ou pas? Ça dépend des cas de figure, c'est pas la panacée, hein, donc le numérique. Et la dernière question, c'est évidemment, de ce que je comprends du projet, on va générer de nouvelles informations, de nouvelles données. Très concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les récupère? Est-ce qu'éventuellement, on pourrait voir comment les structurer et les croiser avec d'autres pour essayer d'optimiser le service? Et puis surtout de ne pas réinventer la roue. Si éventuellement une autre commune a fait exactement la même chose, bah, je sais que c'est compliqué, les élus aiment bien dire qu'ils ont fait ça, que ça vient de chez eux, mais on essaye quand même nous on est une ville plutôt pauvre à Mulhouse, donc on essaye de s'inspirer et parfois de récupérer, enfin pas de récupérer, ça fait, d'utiliser des outils qui ont déjà été développés ailleurs. Donc en fait on a un mode de fonctionnement qui est assez classique, enfin qui n'est pas classique dans les collectivités, mais qui est juste assez basique comme façon de faire, quoi. Et assez souple. Bah, assez souple, parce que l'intérêt d'être au comité de direction, malgré tout, c'est que demain, quand par hasard ça arrive que je ne sois pas invité à une première réunion pour différentes raisons, j'ai la consigne du maire de dire de toute façon, si vous invitez pas Tanguy Sello aux réunions du premier truc, il viendra quand même. Donc après ça tend un peu les choses, mais c'est assez souple, parce que le fait de pouvoir avoir accès directement au DGA ou directeur de pôle ou directeur de service, on discute facilement, on est beaucoup dans l'empathie, et puis aujourd'hui ils ont pris le pli, ils ont pris l'habitude de réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble sur les projets. Je leur donne pas de leçons, je suis plutôt une ressource numérique, on va dire, une ressource donnée, une ressource numérique, une ressource usage surtout au service des services, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, c'est qu'on voit bien que le numérique n'est pas un sujet à côté d'autres sujets. C'est soit on le pense transverse et on l'intègre et on pense global et on essaye au plus amont des nouveaux projets de l'intégrer, soit après quelque part il est trop tard. Et ça, je pense que vous tous ici, vous connaissez ces problématiques d'intervention a posteriori, où évidemment les investissements, le temps et les choses sont beaucoup plus compliquées. Merci à tous les quatre pour vos témoignages. Nous avons le temps, je crois, de prendre 3 courtes questions. Si vous en avez, je vois monsieur là-bas. Alors, j'ai un outil formidable. Alors, je ne le lance pas, moi, parce que je ne suis pas douée, j'ai peur de blesser quelqu'un. Je peux l'envoyer pas trop loin comme ça. Hop. Je vous laisse nous poser votre question. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais 2 questions sur le numérique, qui pour moi n'est pas un vecteur neutre de l'action publique. La première, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'individualisation des usages permis par les applications n'est pas le prélude à un financement privé du service public, dans la mesure où on rentre vraiment dans une logique de consommation d'actes, notamment vous le disiez par exemple, on voit un nid de poule, on demande est-ce qu'il soit résolu, les services publics doivent intervenir dans un délai contraint, et donc ça peut se faire au détriment de projets plus essentiels d'infrastructures qui sont forcément moins visibles pour l'usager derrière son application. Victor, je vous laisse peut-être répondre. Qui complétera. Sur la partie nid de poule, l'exemple, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, c'est plutôt justement améliorer l'espace de vie. C'est justement aussi pour les élus, par exemple, de sentir qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui emmerde le plus, excusez-moi, au quotidien, mes administrés. C'est ça. Si je reçois 100 signalements par jour de propreté, je vais peut-être me poser la question de recruter au service propreté, de changer mes rondes, etc. Vraiment avoir le pouls en fait de ce qui se passe dans sa ville. C'est pas. Et puis quand vous parlez d'individualisation, je parle plus de personnalisation, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est adapté à chaque usager. Je m'arrête là et j'ai. Oui, et puis il y a une chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que vous parlez de partenaires privés. Très honnêtement, aujourd'hui les villes. Le financement privé. Le financement privé. Aujourd'hui, dans la plupart, beaucoup de collectivités, on est dans une sorte de, ce que j'appelle peut-être pas très élégant, comme un mariage à 3, mais c'est dans la plupart des projets, il y a évidemment la collectivité, il y a des industriels qui parfois cofinancent déjà beaucoup de services, et les usagers. Donc on est déjà dans cette logique du financement privé. Et puis, ce que disait Victor tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant, c'est que
avec ces nouveaux outils, ça permet, je dirais parfois aussi, aux services de s'organiser différemment, de parfois d'amener un meilleur service, de s'organiser. Et aujourd'hui, c'est plutôt positif. Pour moi, c'était plutôt un risque de facturation à l'acte, en fait. Non, aujourd'hui, on n'en est pas là. Si le service est rendu, je vois pas où est le souci, honnêtement. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, il faut essayer d'avancer, voilà. Moi, je pense que facturation à l'acte, sur certains types de services, ce sera peut-être le cas, mais ce sera une attente des citoyens. Une autre question avant de fermer la séance? Tristan Magambert. Je pense sur la question de la facturation à l'acte, au contraire, moi je trouve qu'elle ouvre des perspectives intéressantes, notamment sur la question de l'habitat mutualisé. Et c'est un petit peu ce qui a été évoqué là, c'était de dire, moi je vois pour nos locataires, on a beaucoup de locataires, le besoin fondamental c'est un bas de quittance le plus bas possible. Alors, on est la plus grande ESH de France, on loge des gens qui ont besoin d'avoir notre offre. Une offre réellement sociale. Et en même temps, on peut avoir des locataires qui disent tiens, ben moi, si vous étiez capable de me proposer de temps en temps, je sais pas quoi, une place où je peux faire les devoirs de mes enfants dans un espace qui est plus adapté, mais que j'ai besoin d'utiliser qu'une heure par semaine ou une heure par jour, ou de dire tiens, c'est toujours l'exemple de la chambre d'amis, qui n'est pas nécessairement l'exemple le plus pertinent pour moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que le numérique, il permet de facturer à l'usage. Alors, il y en a qui le font, genre Airbnb, mais nous, on n'est pas Airbnb. Et on n'est pas Airbnb, et on doit travailler, par contre, pour des locataires qui peuvent y trouver un vrai intérêt de dire... avec ces solutions numériques, vous me donnez accès à des espaces auxquels je n'ai pas droit habituellement. Merci pour ces précisions. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes et tous infiniment de votre attention et de votre venue nombreuse. Et on peut applaudir nos invités aujourd'hui. Merci à Jeanne Caresse de Bock pour la préparation de ce contenu.